Édition spéciale de 21h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce journal. Révision constitutionnelle en Afrique de l'Ouest. Chercheurs et acteurs politiques décident de rompre le silence. Un atelier régional a démarré ses travaux dans ce cadre aujourd'hui à Cotonou. Deuxième édition des journées scientifiques de la chaire de l'Organisation mondiale du commerce. Les chercheurs de l'UEMOA se concertent à Cotonou pour insuffler une nouvelle dynamique au commerce, aux échanges commerciaux de la sous-région. Mécontentement des transporteurs de la Liborie ne sont pas entrés en possession de leurs fonds de la campagne écoulée. La situation bloque le démarrage de l'égrenage du coton graine dans les usines Sodeco et AIC à Candy. Un invité dans ce journal, Laurent Tossou, bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Vous êtes sur ce plateau pour apporter des réponses aux perturbations observées dans la fourniture de l'énergie électrique ces derniers temps à Cotonou. Bienvenue. Merci, bonsoir cher Koudous. Bonsoir, à tout à l'heure. Je vous l'annonçais en titre, réformes constitutionnelles. Les réformes constitutionnelles sont devenues monnaie courante en Afrique. Le phénomène interpelle les chercheurs et acteurs politiques qui désormais veulent bien rompre le silence. Dans cette dynamique que l'association béninoise de droit constitutionnel a initié ce jour un atelier régional avec le soutien de ses partenaires Hans Serdel, OIF et IDEA pour relancer le débat sur cette problématique. Prévenez-nous Théo pour le point. La machine à réviser les lois fondamentales en Afrique est en plein régime et n'est jamais grippée. Les années 90 avaient pourtant inauguré une ère de renouveau démocratique avec à la clé de nouvelles constitutions instaurant l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, les pays africains dans leur grande majorité sont ouverts au processus de révision. Un effet de mode, en somme, qui donne matière à réfléchir. Que cache ce mouvement? Pourquoi on va dire, je ne dirais pas cet entêtement, mais pourquoi l'Afrique se sent subitement obligée de refonder son système politique? Pourquoi toutes ces constitutions doivent être immédiatement et dans le même temps, à peu près, être révisées, réformées? Qu'est-ce qui a changé à ce point? Mais le processus de révision n'est pas en soi un mal, mais il faut faire en sorte qu'il ne soit pas opportuniste et source de tensions sociopolitiques. La révision est donc l'oxygène dont a besoin toute constitution pour sa survie et sa longévité. En réalité, le danger qui se profile à l'horizon et contre lequel il faut se prémunir, ce sont les révisions opportunistes dont la finalité est de dévoyer le texte que l'on veut amender. L'Association béninoise de droit constitutionnel et ses partenaires, la Fondation Hans Seidel, OIF, IDEA, veulent bien contribuer à la mise en œuvre d'une meilleure pédagogie de réforme constitutionnelle. Ils ont convié les experts, les politiques et les universitaires à ce colloque régional qui pourrait bien inspirer le gouvernement béninois qui s'apprête d'ailleurs à lancer le processus de révision. Une constitution est un coffret de solutions aux problèmes fondamentaux d'un État. La révision espérée qui sera bientôt enclenchée de la constitution béninoise apportera les solutions les plus appropriées aux difficultés qui sont les nôtres. Cet atelier à terme va proposer des pistes de solutions en vue de garantir la stabilité constitutionnelle en Afrique de l'Ouest. Parlons de ce partenariat, signature d'accord entre la Cour constitutionnelle et l'IDEA, Institut pour la démocratie et l'assistance électorale. La signature a eu lieu après l'atelier régional sur les réformes constitutionnelles en Afrique de l'Ouest. Écoutons le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, et Adebayo Olukoshi, directeur de l'IDEA, au micro de Blaise Adampo. Le partenariat permet de multiplier les efforts que nous faisons déjà dans le cadre du renforcement de l'état de droit de la démocratie, de l'éducation à la citoyenneté et surtout de la participation
de la femme à la vie publique. Ce partenariat nous donnera les capacités d'aider aussi, ne serait-ce que par l'éducation, à assurer une meilleure présence de la femme dans le champ politique, qui est généralement symbole de paix, puisque la femme donne la vie, la femme sait préserver la vie et pourra apaiser le champ politique. Nous pensons qu'avec cette collaboration, non seulement nous allons pouvoir vous accompagner dans les mesures où vous avez besoin d'être accompagné, parce que vous avez des systèmes déjà solides et forts. Surtout aussi de partager le savoir-faire béninois avec d'autres pays africains, non seulement francophones, mais aussi non francophones. Direction la cour d'appel pour tentative d'assassinat. Le sieur Stanislas Glonou écope de 8 ans de travaux forcés avec paiement des frais de justice. C'est le procès du jour à la cour d'assises à Cotonou, d'où nous appelle Jérôme Hungo. Le cas de ce jour nous vient de la concession Glonou à Commun, où les disputes sont fréquentes entre les membres de cette famille. Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2007, avec une arme de fabrication artisanale, le sieur Stanislas Gyunki Glonou tire à bout portant sur Humpe Humbo Mitrako et le blesse grièvement à la tempe gauche. Transporté d'urgence à l'hôpital de zone de Commun, il a survécu à ses blessures grâce aux soins administrés. Ainsi donc, Stanislas Glonou Gyunki comparaît pour tentative d'assassinat. Devant la cour, l'accusé reconnaît le fait, mais il dit avoir agi sous l'effet de l'alcool pour se défendre vis-à-vis de ses frères. Au cours de la plaidoirie, le ministère public s'est référé entre autres aux circonstances de l'acte, aux bulletins médico-sanitaires délivrés par le médecin Mathieu Toinde et aux articles 2 et 296 du Code de procédure pénale, et il requiert 15 ans de travaux forcés contre Stanislas Gyunki Glonou. Mais pour l'avocat de la défense, maître Hervé Sompon, ce dossier n'est pas une tentative d'assassinat et peut être plutôt qualifié de coups et blessures involontaires. Il requiert 7 ans de travaux forcés pour son client. Après la délibération, le verdict tombe. La Cour prononce une condamnation de 8 ans de travaux forcés avec paiement des frais de justice. Dès ce soir donc, Stanislas Gyunki Glonou retrouve sa famille et ses 2 enfants après 8 ans de détention préventive passée derrière les barreaux. La séance du jour est présidée par maître Georges Toumatou Goudio et le ministère public représenté par maître Marie-Josée Patinvo et l'avocat de la défense est maître Hervé Sompon. Pour le mercredi 30 novembre, le sieur Douglas Honza comparaît devant la cour d'assises pour cas de viol. Jérôme Hongo en ligne depuis la cour d'appel de Cotonou. Parlons de cet hommage rendu, l'Union Faire la Nation qui rend hommage au chantre de la révolution cubaine, Fidel Castro, décédé dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Les membres de cette alliance politique se sont rendus à l'ambassade de Cuba pour signer le livre de condoléances. Écoutons Amoso Bruno, président d'honneur de l'UN et le chargé d'affaires de l'ambassade José Luis Sanchez, au micro de Marie-Louise Perrin. L'Union Fait la Nation a voulu venir rendre hommage au président Castro, Fidel Castro, Luis, parce que il repose ce qu'il représente. À nos yeux, il symbolise la lutte des peuples pour leur liberté, il symbolise la résistance, il symbolise le courage. Le peuple cubain a mené une lutte de libération et a surtout soutenu les luttes de libération en Afrique. Et si certains d'entre nous vivent avec émotion la disparition de Fidel Castro, c'est parce que pendant toute notre jeunesse, l'exemple du jeune Fidel Castro a été un stimulant pour nous tous. L'homme qui est disparu physiquement, c'est notre commandant en chef, Fidel Castro. C'est le père de la révolution cubaine. C'est lui et ce sont ses idées qui nous ont amené la dignité et la vraie indépendance au peuple de Cuba. C'est lui qui a montré le chemin
pas seulement à notre peuple, mais au peuple du monde, surtout à notre frère de l'Afrique, qu'un monde de justice, un monde d'égalité, c'est possible. Un tour dans la ville de Cotonou, plus de délestage d'ici fin décembre 2016. C'est la promesse faite aux Béninois par le gouvernement. Quelques mois après cette annonce, l'énergie se fait toujours rare et les populations continuent de subir le diktat des coupures électriques. Une équipe de la télévision nationale a fait le constat. Rachidat Biomama. Sa fin, on l'a annoncé pour octobre, puis décembre. Une première échéance déjà expirée, mais le délestage, lui, côtoie toujours le quotidien des populations. Au niveau de coupure, délestage, ils ont encore recommencé. À chaque instant, on coupe et on donne, on redonne encore au moins 5 minutes. Ça a vraiment repris. Disons rien qu'avant-hier, on était resté sans courant. Durant la nuit jusqu'au petit matin, et ça a continué jusqu'à l'heure de 18h comme ça. Il n'y avait pas d'électricité, pas du tout. La coupure repris, mais on ne comprend rien. Normalement, on ne devait plus avoir de délestage. Avec ce retour du délestage dans certains quartiers de Cotonou, que pensent les populations de la promesse du gouvernement d'y remédier d'ici fin décembre? Si quoi, gouvernement, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas roulé, mais ils n'ont pas de Nous sommes au Bénin. Il manque comme il respire. Tantôt on dit décembre, tantôt on dit janvier. Donc c'est pourquoi je ne crois pas. Moi je n'y crois pas puisque on nous avait déjà promis ça une fois. Ce ne fut pas le cas. Et puis ils avaient parlé aussi de novembre, ce ne fut pas le cas. Donc 2 fois déjà c'est raté. On n'est pas tellement sûr que la 3e fois serait la bonne. Entre scepticisme et espérance, les abonnés de la SB2E attendent donc de pied ferme, car, disent-ils, décembre, c'est déjà la porte d'à côté. Laurent Torsou, vous êtes le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique. Vous avez suivi tout à l'heure l'élément qui vient de passer. Quelle est votre réaction? Les populations ne sont pas sûres que la promesse du gouvernement pour le 31 décembre, pour finir avec le délestage, va être tenue. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de parler à la clientèle. Ma présence sur ce plateau s'inscrit dans une démarche de qualité. Il s'agit d'informer les clients de la SBE, de leur offrir, de montrer que nous sommes à l'écoute de leurs préoccupations. Ceci dit, le gouvernement ne lâche pas du tout par rapport aux efforts qu'il consent dans le sens du déploiement des investissements et des capacités pour venir à bout de cette préoccupation majeure. Alors pourquoi ces délestages observés ces derniers temps? Il ne s'agit pas du tout de délestage, puisque nous ne sommes pas en diminution ou en manque de production. Il s'agit essentiellement des projets qui sont mis en route par la communauté électrique du Bénin, qui est le fournisseur principal de la SBEE. Les investissements ont été planifiés et des programmes ont été mis en œuvre avec la signature d'un certain nombre d'accords avec des entreprises qui se chargent de réaliser des travaux pour améliorer la qualité de service offerte par la CEB à ces 2 clients qui sont la CET et la SBE. Il s'agit principalement de faire un raccordement entre le sud et le nord. Lorsque vous vous déplacez vers le nord, vous traversez la latitude de Dassa. Dès que vous finissez la latitude de Savet, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de réseau électrique entre Savet et Parakou. Aujourd'hui, la CEB est en train de construire la ligne qui part de Sakété, passant par Onigbolo et pour rejoindre Parakou. Ceci donc nécessite de temps en temps que la CEB puisse faire des interruptions pour pouvoir faire des basculements de lignes de façon à pouvoir améliorer ce confort dans la fourniture. Alors jusqu'à quand? Parce qu'on nous a parlé de 31 décembre, 0 coupure ou 0 délestage. 31 décembre, c'est à nos portes. Les projets sont toujours en cours. Est-ce que les populations, elles, ne croient pas à cette promesse? Que dites-vous? Jusqu'à quand ces projets vont finir? Vous avez pu remarquer qu'il y a une amélioration considérable de la présence de l'énergie électrique chez nos abonnés. N'eût été ces différents cas de coupure qui sont intervenus dus au fait des travaux entrepris par la CEB. Ceci dit,
La fin du délestage, on peut dire que ça se constate, mais les efforts sont mis en œuvre pour que le gouvernement double son parc de production à travers la mise en œuvre des capacités qui sont en location. Vous avez pu remarquer que nous avons réceptionné les turbines nuitamment la dernière fois pour les transporter sur le site de Maria Gleta et augmenter donc la capacité de production. C'est-à-dire qu'il faut que les populations se calment et constatent avec nous que la période de fête ne sera pas du tout perturbée. Nous avons pris un accord avec la CEB pour que les travaux qui devraient se poursuivre jusqu'en fin décembre puissent connaître momentanément un arrêt entre le 20 décembre et le 11 janvier, de façon à ce que la quiétude reste pendant la période de fête. Vous repoussez la promesse jusqu'au 11 janvier. Elle n'est pas repoussée. Vous allez constater que dès qu'il n'y a pas de travaux sur les lignes de la CEB, il y a la stabilité, comme aujourd'hui. Et ça va être le cas. Alors, vous parlez de travaux de maintenance de la CEB. À quand ces travaux? Quand est-ce que ces travaux vont finir? Ces travaux vont finir, je vous dis, c'est programmé, c'est des travaux qui sont programmés sur les installations électriques de la CEB et c'est de façon statutaire. Vous savez que lorsque vous avez votre véhicule et que ça arrive au niveau de la révision et que vous ne la faites pas, vous engendrez des difficultés au niveau du fonctionnement. C'est exactement la même chose. Donc, il y a eu une planification pour décembre, mais nous avons le gouvernement et le ministère de l'Énergie se sont entendus avec la CEB pour que la période de fin d'année ne soit pas du tout perturbée. Juste en 15 secondes, les grands travaux en cours en ce moment pour améliorer toujours la qualité de l'énergie. À court terme, je vais demander aux populations béninoises qui ont l'occasion de passer par Maria Gleta d'y faire un tour. Il y a les turbines qui sont de APR pour 50 MW qui sont déjà sur site. Il y a 100 MW qui ont déjà été embarqués, qui sont déjà dans le port de Cotonou, que nous allons décharger à Maria Gleta pour une capacité donc totale de 150 MW. Les autres capacités de 30 MW qui existent déjà tournent et fonctionnent. Voilà ce qui est du court terme. Il y a aussi la réhabilitation des centrales propres à la SBEE, pour lesquelles les travaux ont déjà démarré et pour lesquels le ministre a fait une visite sur site pour s'enquérir de la réalité de démarrage de ces travaux-là. Voilà ce qui est prévu à court terme. Mais à long terme, il y a l'ensemble des projets. Il y a l'ensemble des projets qui vont s'installer sur le site de Maria Gleta pour 120 MW bientôt et 2 fois 120 MW pour le court terme. Donc voilà l'ensemble des efforts qui sont faits par le gouvernement. Merci à vous, Laurent Tossou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, la SBEE. Merci à vous pour votre passage sur ce plateau. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de l'édition lancement de la 10e et 2e édition des journées scientifiques de la chaire de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, 48 heures de brassage entre chercheurs de l'UEMOA et de la CEMAC à travers 7 panels autour du thème coopération, transfert technologique et développement du commerce. Clotaire Awekou et Rosemont Tchapoué pour les détails. La question de l'adéquation formation-emploi et au-delà de l'exploitation judiciaire des travaux de recherche à des fins de développement durable explique la création de la chaire de l'Organisation mondiale du commerce OMC ici à Cotonou en juillet 2015. Renforcement des capacités à l'aune des productions scientifiques, c'est un brassage entre chercheurs des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC autour du thème coopération, transfert technologique et développement du commerce. En somme, des passerelles de coopération scientifique sous l'égide de l'OMC pour le développement du commerce international. La chaire est une série de mini-conférences sur des thématiques liées au développement du commerce associant chercheurs et professionnels. Une série de working papers, de valeurs scientifiques et de prise de décision sur le commerce. Un programme de formation dans les masters de recherche et des masters professionnels. C'est aussi les policy séminaires pour organiser la rencontre de chercheurs et de professionnels sur des problématiques commerciales touchant nos pays. Le programme des chaires de l'OMC a pour objectif cardinal de contribuer à soutenir les universités
et surtout à leur faire bénéficier d'une assistance technique qui n'est pas seulement que financière, qui est également scientifique. C'est important ici aussi de rappeler le lien important entre assistance technique et renforcement des capacités. Le programme des chaires est avant tout un programme de renforcement des capacités et au bout de 4 ans, il est attendu de la part de la chaire qu'elle puisse être une chaire durable, soutenable, avec peu d'appui de la part du secrétariat de l'OMC. Ces partenariats et ces coopérations visent non seulement l'objectif crucial d'adéquation emploi-formation, mais aussi et surtout l'exploitation des produits de recherche à des fins de développement socio-économique. Cette deuxième édition des rencontres scientifiques de la chaire OMC, c'est 48 heures d'échange autour de 7 panels avec comme thème de référence commerce international et développement inclusif. Direction le septentrion avec ce mouvement d'humeur, le mécontentement des transporteurs de l'Aliborie qui bloquent le démarrage du coton-graine dans les usines Sodeco et AIC à Candy. Près d'un mois après le lancement de la commercialisation de l'or blanc, les transporteurs ne sont toujours pas entrés en possession de leurs fonds comptant pour la campagne passée. Olga Mensan et Firmin Bassao pour le point. Sans coton, pas de grainage. Les usines Sodeco et ICA de Candy vivent le cas à la date du 28 novembre 2016. Conséquence du refus des transporteurs de convoyer l'or blanc vers les usines de grainage. Ils conditionnent leur participation à la campagne de commercialisation du coton graine au paiement des fonds à eux dus par l'État pour le compte de la campagne passée. Le paiement ne suit pas le mode de chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Avant, on a eu à parler avec les responsables. Ils nous parlent de la lenteur administrative. Je dis non, que ça, c'est pas bien. Au jour où nous sommes maintenant, moi, là, je n'ai pas encore perçu un franc. On me doit de l'argent, du transport coton-graine, du transport de l'engrais et du transport de graines de coton. Le paiement se fait à compte-gouttes. Et c'est ça qui ne nous arrange pas. 6 800 millions pour la campagne passée. Et à peine là, 5% seulement. Plusieurs rencontres tenues déjà entre acteurs, aussi bien à Candy qu'à Parakou. Mais les transporteurs ne reviennent toujours pas sur leurs décisions. Conséquence, le sommeil des machines plonge le chômage technique des travailleurs. Nous n'avons pas toujours réceptionné un gramme de coton. Donc si moi j'ai un appel à lancer à nos chers transporteurs, c'est de leur dire de bien mesurer la mesure de la chose pour nous permettre de démarrer tout en poursuivant les négociations avec les responsables des égreneurs, comme on a toujours fait par le passé, parce qu'on a toujours eu des rencontres et ça n'a jamais bloqué l'évacuation. Donc nous savons aussi que habituellement, ce n'est pas au premier voyage ou bien après la première réception du premier camion que les factures sont émises. L'usine est déjà prête pour recevoir le coton, mais c'est dommage que juste ce jour, on est encore là, à attendre les transporteurs bien sûr. On a tout fait pour avoir quelques camions pour les laisser, mais on n'a pas eu gain de cause. Si la situation n'est pas décantée au plus vite, on craint déjà des cas d'incendie de coton graine dans les marchés autogérés, mais aussi la mouille du coton dans les prochains mois. Autre mécontentement, certains organes de presse sont sanctionnés par la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ils sont accusés de n'avoir pas respecté la convention initiale. Il s'agit du délit de délocalisation de chaînes. Cette suspension provisoire est intervenue sans préavis, approchée par la Pétronie Locosso et Marie-Louise Perrin. Franck Pochemin dénonce la privation de liberté d'expression. On l'écoute. C'est désolant. Cette décision de fermeture de ITélé repose le problème que nous avions déjà évoqué quand nous avons eu l'honneur d'être reçus par la commission des réformes, où nous avons insisté au niveau de cette commission présidée par le professeur Diogouinou que est-ce que les réformes allaient au-delà de la Constitution? Est-ce que les réformes vont engager également les différentes lois organiques, notamment pour ce qui nous concerne la loi organique sur la HAC? Parce que lorsque vous lisez la Constitution qui a créé la HAC, vous voyez que la HAC a été créée pour protéger les médias. C'est clairement libellé. Mais quand vous prenez la loi organique sur la HAC, c'est totalement le contraire. La loi organique donne des pouvoirs, qu'on peut dire, surnaturels à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication.
disons même des pouvoirs surnaturels au président de la HAC, qui, au nom d'une disposition qui parle de mesures conservatoires et autres, se permet de fermer des espaces de liberté. Donc le président de la HAC a peut-être des prérogatives, mais il faudrait pouvoir qu'il exerce ses prérogatives en ayant à l'œil la sauvegarde de l'essentiel, la sauvegarde de la démocratie, la sauvegarde des libertés. C'est des emplois qu'on met en difficulté comme ça, des pères de famille qui viennent au boulot, et tout d'un coup un huissier vient sans même demander leur reste, sans leur permettre de ramasser même les effets, les demandes de vider en même temps. Nous ne devons pas continuer à accepter ces humiliations-là au niveau de nos organes de presse. En plus, même s'il arriverait que le président de la HAC était dans cette prérogative, il y a que la même loi organique a prévu des étapes. Aucune étape n'a été réalisée. Il n'y a jamais eu de rappel à l'ordre, d'avertissement. Les responsables de ITL n'ont jamais su que la HAC avait tel grief contre la HAC est outillé pour pouvoir vérifier si effectivement ITL émettait hors des fréquences qui émettait de Cotonou, alors que dans la convention, elle devrait émettre de Parakou. Évidemment, nous-mêmes, en tant qu'association, nous allons mener des démarches au niveau de la haute autorité. Nous sommes déjà allés à ITL, nous avons écouté les responsables de ITL et voir si la haute autorité ne continuait pas maintenir sa position. En tout cas, le président de la HAC maintenir sa position. Nous verrons dans quelle mesure nous allons mener des actions pour faire lever cette sanction qui est antidémocratique. Donc, c'est d'inviter tous les démocrates à se lever, à nous aider pour que la HAC revienne sur la décision. Santé à présent, l'infection au VIH-Sida n'est plus aujourd'hui un sujet tabou. On peut vivre avec la maladie aussi longtemps que possible grâce à la prise en charge psychologique introduite dans le paquet de soins national. Les antirétroviraux gagent d'une longévité des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une enquête de Héloïse Winato et Edmond Ngo. Cette dame est porteuse du VIH-Sida. Elle a contracté la maladie depuis plus de 10 ans. Situation difficile pour elle au départ. Mais finalement, elle a accepté sa séropositivité grâce au soutien psychologique de l'association Racine. Pour la population en général, l'infection à VIH est considérée comme un grand problème parce que pour certaines personnes, infection à VIH égale mort. Donc, en tant que spécialiste des questions de santé mentale dans le centre, nous essayons de rétablir l'équilibre psychologique au niveau de ces individus. Aujourd'hui, elle observe avec rigueur tous les conseils du médecin traitant et honore ses rendez-vous à bonne date. Rendez-vous au Selon les experts, le traitement, s'il est bien respecté avec un bon suivi médical, réduit de manière considérable les risques de transmission sexuelle. Plus de 80 000 personnes sont détectées au Bénin. Les femmes et les jeunes sont les plus vulnérables. Il y a des femmes qui sont venues et que le fait qu'elles n'ont pas pris en charge directement leur molécule, leur CD4 est revenu juste à 5. Or, normalement, toute valeur inférieure à 500 est déjà suspect. Donc voilà que ça a chuté juste à 5. Vous voyez. Donc la probabilité pour que celle-là, ça veut que puisse en échapper, c'est un peu faible, mais on se donne du courage. Connaître son état sérologique et suivre un traitement adapté permettrait à moyen et à long terme d'éradiquer le VIH-Sida de la planète.
Un mot de football pour finir. Tournoi de l'UEMOA à Lomé. Le Bénin et le Sénégal se sont séparés 2-2, 0 but partout en match comptant pour la 2e journée de la compétition dans le groupe B. Un résultat qui compromet tout de même les chances de qualification du Bénin pour la finale. Les écureuils jouent le 3e match jeudi contre le Burkina Faso. Fin de ce journal, le programme prévoit à partir de 22h 2 feuilletons, les choix de l'amour et We Vow to You. Prenez le rendez-vous du journal du soir à partir de 23h. L'actualité, c'est aussi sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.